Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin à la séance houleuse qui s'est tenue hier soir dans l'hémicycle alors que l'ensemble des groupes politiques étaient d'accord pour adopter une revalorisation des retraites agricoles à 85% du SMIC, revalorisation entrant en vigueur quasiment immédiatement. Eh bien, le gouvernement a préféré brandir l'arme du vote bloqué. Cette mesure avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale à l'unanimité en février 2017 sous la précédente mandature. Et le gouvernement, en désaccord avec cette mesure, a donc préféré empêcher l'adoption conforme de cette proposition de loi. Mais voilà, l'annonce de l'utilisation de cet outil à la toute dernière minute a crispé tous les groupes parlementaires qui ont jugé qu'il s'agissait là d'un véritable coup de force à l'égard du Parlement. Alors finalement, face à cette mesure, le groupe communiste, à l'origine de cette proposition de loi, a préféré retirer ce texte de l'ordre du jour et la reporter à sa prochaine niche parlementaire mi-mai. Cela, le temps de convaincre le gouvernement du bien fondé de cette proposition. Mais voilà, les relations sont extrêmement crispées désormais entre l'exécutif et le Sénat. Cela en pleine négociation sur la révision constitutionnelle dont certains points sont taxés d'être antiparlementaristes, voire populistes par de nombreux élus du Sénat. Retour donc à cette soirée d'hier. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les Outre-mer, à la demande du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Voilà, dans la discussion générale, la parole est à Madame la Ministre, Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, cher Alain Milon, Monsieur le rapporteur, Monsieur le sénateur Vatrin, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, votre Assemblée s'est saisie de l'examen d'une proposition de loi visant à assurer la revalorisation des retraites agricoles. Cette proposition entend remédier à une situation dont nous pouvons tous partager le constat et à laquelle le gouvernement est particulièrement sensible, celle de la faiblesse des retraites agricoles. Les pensions des exploitants agricoles et plus encore celles des conjoints et des aides familiaux sont en effet, à durée d'activité comparable, plus faibles que celles des autres retraités de notre pays, et ce, même s'il faut prendre en compte le fait que de nombreux retraités sont polypensionnés. Cette situation reflète d'abord et avant tout la faiblesse des revenus agricoles. Elle se répercute directement sur le niveau des pensions. Cette situation tient également notamment à la mise en place tardive de certains éléments fondamentaux de la couverture sociale en matière de retraite, comme le régime complémentaire obligatoire institué seulement en 2003. Pour les agriculteurs des DOM, le montant plus faible encore de leur pension tient à des durées de cotisation fréquemment plus courtes et à des cotisations plus faibles qu'en métropole. Face à cette situation qui se traduit parfois par des montants de pension très faibles après une vie de travail, la solidarité nationale est active et manifeste le lien très particulier qui unit les Français et leurs agriculteurs. Elle l'est dans le financement du régime des retraites agricoles au travers du mécanisme de compensation démographique d'une part et de l'affectation de diverses taxes d'autre part. Ces transferts représentent au total 73% des dépenses du régime de retraite des exploitants agricoles. Il s'agit donc d'un soutien conséquent et durable. Ce soutien de la solidarité nationale s'est également manifesté dès la création du régime de retraite complémentaire avec l'attribution de points gratuits
aux chefs d'exploitation qui ont permis d'améliorer les droits à une pension. Il a plus récemment pris la forme du plan de revalorisation des retraites agricoles. La loi du 20 janvier 2014 a ainsi fixé la pension minimale pour une carrière complète de chef d'exploitation à 75% du SMIC net, mesure pleinement effective depuis l'an dernier, et a attribué de nouveaux droits gratuits aux conjoints et aides familiaux pour les années antérieures à la création du régime de retraite complémentaire obligatoire. Le gouvernement est pour sa part particulièrement attentif à la situation des petites retraites. Conformément à l'engagement du Président de la République, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a ainsi prévu la majoration de 100 € du minimum vieillesse pour le porter à un peu plus de 900 € par mois d'ici 2020, avec une première hausse de 30 € dès le 1er avril prochain. Cette revalorisation bénéficiera à l'ensemble des personnes âgées dont les ressources sont inférieures au montant du minimum vieillesse et donc aux retraités agricoles concernés. Engagé dans cette démarche de solidarité, le gouvernement ne peut en revanche être favorable en l'état à la proposition de loi que vous examinez aujourd'hui. En effet, elle pose une double question de méthode et de calendrier. Question de méthode d'abord. Les mesures qu'elle propose n'ont pas de réelle contrepartie en termes de financement. Le coût des mesures portées par la proposition de loi est de 400 millions d'euros. Pour couvrir ce coût, il est prévu d'augmenter de 0,1 % la taxe sur les transactions financières et de relever les droits à tabac. Je crois que nous pouvons dire qu'il s'agit là de gages pour ordre et que beaucoup d'entre vous, sur les bancs de cette Assemblée, ne jugeraient pertinentes ni l'une ni l'autre de ces recettes. Dans ces conditions, il n'y a donc pas réellement de financement prévu pour ces mesures et l'alternative qui est ouverte est de creuser le déficit de la sécurité sociale ou de faire supporter la charge par la collectivité nationale et par l'impôt. Le gouvernement est attaché à une gestion avisée des finances publiques et au retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale à l'horizon 2020. Il considère que des dispositions aussi importantes par leur impact ne peuvent être adoptées sans que toutes les garanties d'un financement pérenne aient été apportées. Il veut rappeler à cet égard que le schéma de financement prévu par la loi de 2014 ne s'est pas révélé opérationnel et qu'un apport supplémentaire a dû être trouvé pour éviter en 2017 de fragiliser le régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles. Question de méthode, mais également question de calendrier. Et je dirais surtout une question de calendrier. La proposition de loi est en effet prématurée au regard du débat qui va s'engager sur la réforme de nos régimes de retraite. Ce débat sera notamment l'occasion de préciser les modalités d'un système plus équitable et la place que nous entendons accorder dans la Constitution des droits à la retraite aux dispositifs de solidarité et notamment aux minima des pensions. Le gouvernement, comme vous le savez, s'est mis en ordre de marche pour porter cette réforme de fond. Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, a reçu et continuera à recevoir l'ensemble des parties prenantes et je peux vous indiquer que nous recevrons ensemble, dans le cadre de cette concertation, les représentants agricoles, de façon à ce qu'ils soient tenus compte le plus complètement de leur situation. Avant ce débat, qui concernera l'ensemble des Français, le gouvernement considère donc logiquement qu'aucune modification de paramètres importants des régimes existants n'a vocation à intervenir, a fortiori de façon sectorielle. Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je viens d'exposer ce qu'est la position du gouvernement. Il ne s'agit pas d'un refus de prendre en compte la situation particulière des retraités agricoles. Mais le gouvernement considère aujourd'hui que les conditions qui le permettraient ne sont pas réunies et que légiférer aujourd'hui serait prématuré.
Le gouvernement entend prendre ses responsabilités. J'ai l'honneur, en conséquence, de vous informer qu'en application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 42, alinéa 7 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à la Haute Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du texte. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, là. La parole est à Madame la ministre. Sur l'ensemble du texte. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande de vous calmer. Que sur l'article 1er et l'amendement numéro 3. Je vous remercie. Bon, mes chers collègues, en application donc de l'article 44, dernier alinéa de la Constitution et de l'article 42, alinéa 7 du règlement, le gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur les articles et les amendements en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement ainsi que sur l'ensemble de la proposition de loi. C'est le règlement et c'est la Constitution qui permet au gouvernement de procéder de la sorte. On peut en penser ce qu'on veut en penser. Donc seul l'amendement numéro 3 est retenu par le gouvernement. Acte est donné de cette demande. Et dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Dominique Vatrin, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, la décision du gouvernement de recourir à l'alinéa 3 de l'article 44 de la Constitution a fait l'effet, je dois dire, d'une douche froide lors de la communication ce matin à la Commission des affaires sociales. Recul de la démocratie, procédure insupportable, incompréhension de la méthode sur un sujet qui fédère. Telles sont quelques réflexions seulement entendues sur différents bancs. Loin d'un simple report dans le temps, elle signe l'arrêt de mort de la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles. En renvoyant la définition du minimum de pension à l'hypothétique future réforme systémique des retraites, le gouvernement compromet la mise en œuvre immédiate de la mesure principale de ce texte, la garantie de retraite des exploitants agricoles à 85% du SMIC. Cela engage votre entière responsabilité. Cette méthode brutale heurte l'unanimité qui a prévalu chez tous les parlementaires, conscients, doit dire, de l'urgence sociale à laquelle est confronté le monde rural. C'est à l'unanimité que ce texte a été adopté par l'Assemblée nationale le 2 février 2017 sur le rapport de notre collègue André Chassaigne et grâce au travail de notre collègue Huguette Bello. C'est à l'unanimité que la Commission des affaires sociales du Sénat l'a également adopté sans modification le 21 février dernier. C'est à l'unanimité enfin que la même commission a émis ce matin un avis défavorable sur l'amendement du gouvernement et condamné son choix de recourir à la procédure du vote bloqué. Au lieu de dialoguer avec la représentation parlementaire, vous avez choisi de fermer le débat avant même qu'il ne soit commencé. J'étais pourtant prêt, Madame la Ministre, à répondre à 2 objections que vous étiez susceptible de nous adresser et que vous avez reprises à un instant, le coût financier supposé de cette proposition de loi et ça supposait également incompatibilité avec la réforme systémique des retraites. Aussi, avant de revenir sur la méthode que vous avez décidé d'employer, je souhaite dire quelques mots sur ces 2 objections. Sur le coût budgétaire, tout d'abord, je rappelle que l'article 1er de la proposition de loi prévoit de faire passer le minimum garanti pour la pension de base et complémentaire des anciens chefs d'exploitation de 75 à 85% du SMIC net agricole, soit de 871 € à 987 € par mois. L'article 3 propose d'assouplir les conditions d'accès à ce minimum garanti à 75% du SMIC pour les exploitants agricoles ultramarins. Les services du ministère de l'Agriculture évaluent l'impact financier de l'article 1er à environ 350 millions d'euros.
et celui de l'article 3, 50 millions d'euros pour 2018, soit 400 millions d'euros. 3 arguments me semblent toutefois relativiser ce coût. Le premier repose sur le constat que nous partageons tous. Le régime des non-salariés agricoles sert actuellement le plus petit niveau de pension parmi tous les régimes de retraite de notre pays. Pour une carrière complète, les exploitants agricoles touchent en moyenne 730 € par mois en 2015 et seulement 650 € par mois en moyenne dans les Outre-mer, soit la plus petite pension des régimes de retraite, moins que le seuil de pauvreté, moins que le minimum vieillesse. Augmenter le minimum garanti de 75 à 85%, c'est augmenter d'un peu plus de 100 € par mois le pouvoir d'achat des 230 000 bénéficiaires actuels du dispositif, et c'est permettre aussi à 30 000 retraités agricoles supplémentaires de voir leur pension augmenter. Si nous savons que le principal problème des retraites agricoles réside dans la faiblesse des revenus professionnels, soumis à des aléas climatiques ou de marché qui dépassent bien souvent les agriculteurs, il nous a paru urgent de faire bénéficier chaque agriculteur d'une pension décente au moment où il cesse son activité. Le second argument qui doit nous faire relativiser ce chiffre, c'est le vieillissement tout simplement de la population des exploitants agricoles. La dépense associée au minimum garanti devrait en effet diminuer à mesure de l'arrivée à l'âge de la retraite de nouvelles générations qui auront beaucoup plus cotisé que les précédentes. Enfin, l'estimation du coût du dispositif en 2014, lorsque la réforme des retraites a mis en place la garantie à 75%, le gouvernement évaluait le coût annuel de ce dispositif entre 140 et 160 millions d'euros, dépenses stables jusqu'en 2030. Je constate toutefois qu'en 2018, ce dispositif coûte moins 130 millions d'euros et qu'il ne devrait représenter que 125 millions d'euros en 2020. Dès lors, il n'est pas interdit de penser que l'impact financier de l'augmentation du minimum garanti ne sera pas si élevé. Je précise surtout que ce texte prévoit, à l'article 2, un financement suffisant et même dynamique, une taxe additionnelle de 0,1% à la taxe additionnelle sur les transactions financières. La hausse de 0,3 à 0,4% me paraît raisonnable puisque cela revient au passage de 3 à 4 centimes d'euros de la taxe lors de l'achat d'une action de 10 €. Et elle permettra de rapporter au moins 450 millions d'euros par an que le texte prévoit d'affecter à la mutualité sociale agricole. Cette recette est donc supérieure au coût des mesures proposées et consoliderait donc aussi financièrement le régime des retraites des non-salariés agricoles, qui plus est, sans que cela coûte, Madame la Ministre, 1 centime à l'État, ni même aux contribuables, et tout en assurant des retombées positives sur l'économie réelle. Un mot aussi sur l'article 4, qui est important, puisqu'il met fin à une discrimination concernant les salariés agricoles de Guadeloupe, la Réunion et Mayotte, en prévoyant l'extension à leurs bénéfices de la retraite complémentaire. Ils sont en effet les derniers salariés à ne pas être couverts, et cela n'est bien sûr plus supportable. J'en viens à la supposée contradiction avec la réforme systémique annoncée, la logique de la réforme proposée par le président de la République, qui veut qu'un euro cotisé rapporte la même chose pour tous, nécessitera de réinterroger tout notre système de retraite, et en particulier ces dispositifs de solidarité. Dans ce contexte, le dispositif de minimum garanti que nous proposons et qui devra être intégré à cette large réflexion, présente déjà l'avantage de fonctionner sur un système d'attribution de points de retraite complémentaires à titre gratuit. À ce stade, je ne vois donc pas de contradiction avec le vote de cette proposition de loi qui offre une perspective immédiate de revalorisation des pensions de retraite agricoles modestes, sauf si, bien sûr, votre intention était de minimiser les dispositifs de solidarité. J'en viens enfin aux conditions d'examen de cette proposition de loi inscrite à l'ordre du jour du Sénat depuis plusieurs semaines. En tant que rapporteur, j'ai mené une série d'auditions avec l'ensemble des acteurs concernés auxquels ont assisté de nombreux collègues sénateurs de toutes les sensibilités. Elles ont permis de consolider l'esprit de consensus face à l'urgence sociale que j'évoquais
et à la nécessité d'y apporter une réponse. Nous avons en particulier, mes chers collègues, auditionné les représentants des administrations de l'agriculture et de la sécurité sociale qui n'ont pas été en mesure de nous communiquer la position du gouvernement. Je regrette d'avoir appris hier soir, très tardivement, votre décision, Madame la ministre, non seulement de vous opposer à ce texte, mais également de recourir au vote bloqué, ce qui n'est pas conforme à la nécessité d'un dialogue respectueux entre le gouvernement et le Parlement. Comme je l'ai rappelé ce matin en commission, cette procédure n'avait pas été utilisée depuis 1993 sur une proposition de loi. Quant à l'argument de l'obstruction, il ne peut tenir ici. Notre commission réunie ce matin, je le répète, unanimement condamné cette décision et mes collègues s'en feront sans doute l'écho dans la discussion à venir. Et donc à ce stade, je me borne à rappeler la position de notre commission qui est d'adopter ce texte conforme, qu'il puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur René-Paul Savary pour le groupe Les Républicains. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quel message, Madame la Ministre, vous donnez au monde agricole au lendemain de la fermeture du Salon de l'agriculture. Et nous misons tous sur nos agriculteurs. Ce sont eux qui sont chargés de nous nourrir, ce sont eux qui sont chargés de protéger l'environnement et ce sont eux qui sont chargés de faire également la transition énergétique. Il est important que la société les reconnaisse dignement à travers les pensions de retraite. Quel message également, Madame la Ministre, vous donnez au Sénat à la veille d'une procédure où on va travailler sur une réforme constitutionnelle et le message qui pourrait être interprété par rapport à ces mesures violentes que vous allez nous proposer ce soir et un non-respect du Sénat et du Parlement en général. Ce n'est pas acceptable. Alors, je souhaitais très simplement, en tant que futur rapporteur de la loi sur les retraites, faire des remarques à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond, c'est l'illustration que le problème des non-salariés agricoles, des difficultés et des régimes différents qui vont caractériser les retraites, puisque c'est une profession très spécifique où les revenus ne sont pas calculables, étant donné qu'ils dépendent des cours mondiaux, et que, d'autre part, les prestations, là aussi, sont pilotées, puisqu'il y a des moyens particuliers de faire en sorte, dans les exploitations, de payer différemment les cotisations. Et on voit bien qu'un système de retraite actuel, qui est un système fondé sur des prestations définies, quand on passera à un système par points, qui est un système fondé sur des cotisations définies, ça n'arrangera en rien le montant des retraites agricoles. Donc il faut être particulièrement attentif à cela. En ce qui concerne les nombres d'années cotisées, là il y a aussi des différences importantes d'un secteur à l'autre, puisque pour le monde agricole, c'est l'ensemble de la carrière qui compte, quand pour le monde salarié, ce sont les 15 meilleures années, et que pour les fonctionnaires, ce sont les 6 derniers mois. Donc là aussi, dans la transformation du régime, il mérite toute l'attention nécessaire pour faire en sorte que, dans ce cadre-là, le régime universel soit transformé peut-être, mais en respectant la spécificité d'un certain nombre de régimes uniques. Et puis un régime très particulier, et je conteste, permettez-moi, Madame le Ministre, avec tout le respect bien entendu que j'ai en votre égard, l'argument de la solidarité nationale. Certes, elle existe, et forcément, puisqu'il y a un déséquilibre tel qu'il y a 3 pensionnés pour un seul cotisant. Donc il y a une solidarité nationale. Mais n'oublions pas que c'est un régime très particulier, puisque c'est la RCO, donc le régime complémentaire obligatoire, qui crée la solidarité du régime. Et en ce sens, c'est que ce sont les actifs, déjà pas suffisamment nombreux, qui payent des cotisations supplémentaires
pour assurer ce minimum vieillesse des retraités agricoles. Donc c'est un exemple à ne pas suivre. Ça méritait d'être souligné et il faudra en tenir compte dans la future réforme. Et puis, une remarque bien sûr sur la réforme, et mes collègues le diront également, pour le Sénat, utiliser le 44.3, c'est comme le 49.3 à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas acceptable pour le Sénat. Alors, Madame la ministre, vous sortez l'artillerie lourde pour un texte de proposition de loi qui, ma foi, n'a pas non plus une transformation sociétale extraordinaire, mais une artillerie lourde qui donne une sensation aux sénateurs d'être muselés dans leurs réflexions. Et ça, c'est particulièrement douloureux, difficile à accepter. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, nous aurons, à travers l'expression commune, le vote définitif, une position qui tiendra compte de ces arguments, et nous pensons collectivement que ce n'est pas aux retraités agricoles de payer la méthode brutale utilisée par le gouvernement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Martin Lévrier pour La République En Marche, pour 6 minutes. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il y a maintenant un peu plus d'un an, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité la proposition de loi d'Huguette Bello, André Chassaigne et des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine, visant à assurer la revalorisation des retraites agricoles. Cette loi a permis de rappeler les nombreuses difficultés du monde agricole et a mis en exergue que la pension minimum de cette catégorie de travailleurs demeure inférieure au seuil de pauvreté et au montant du minimum vieillesse. Les pensions moyennes des retraités non salariés agricoles étaient de 710 € en 2014, 850 pour les hommes et seulement 570 pour les femmes. Le seuil de pauvreté en 2014 a été établi à 840 € mensuels pour une personne seule. L'allocation de solidarité aux personnes âgées était jusqu'au dernier PLFSS de 800 €. Elle atteindra 900 € en janvier 2020. Les retraités agricoles et les exploitants et salariés agricoles attendent un geste fort de soutien, de reconnaissance de leur travail et d'amélioration de leurs conditions de vie. Les États généraux de l'alimentation se sont clôturés il y a 2 mois. L'un des objectifs est de relancer la création de valeur et en assurer l'équitable répartition, notamment pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Par conséquent, loin de nous l'idée de rejeter tout message de solidarité envoyé par nos collègues députés. Pour autant, la solidarité doit s'associer à la réalité et l'équité. Vous le savez aussi, le gouvernement s'est engagé dans une grande réforme qui a pour objectif d'harmoniser les retraites au travers d'un système universel. Alors, mes chers collègues, quelle est la finalité du travail parlementaire, de notre travail? Faire une loi qui, à peine publiée au journal officiel, sera supprimée et modifiée, puisque d'autres textes législatifs sont en gestation et arriveront rapidement. Inscrire une énième loi éphémère qui ne servirait qu'à nous donner bonne conscience, mais ne réglera pas le problème. Notre rôle est-il de travailler l'urgent au détriment de l'important? La crise de confiance des Français envers le travail parlementaire
et trop souvent associés à ces lois qui ne durent que le temps d'une rose et qui ne sont jamais appliquées. À l'aube de cette grande réforme voulue par le gouvernement, comment proposer une loi de revalorisation d'un seul type de pension, celui des retraites agricoles, à l'exclusion de toutes les autres, et en particulier de certaines qui sont tout aussi faibles? C'est pourquoi il est indispensable que la revalorisation des pensions de retraite agricole en France métropolitaine et les Outre-mer soit intégrée dans la réforme générale des retraites prévue en 2020. En outre, cette pension pourra être financée par des systèmes pérennes. L'adoption de l'amendement numéro 3 du gouvernement, qui a pour objet de rappeler que l'amélioration des petites pensions agricoles ne peut être envisagée indépendamment des autres évolutions qui affectent notre système de retraite, est donc nécessaire. C'est pourquoi le groupe La République En Marche votera cette loi amendée par l'article du gouvernement et je vous en remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Élisabeth Doineau pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, comme même à le rappeler notre Président Gérard Larcher, nous sommes des représentants des territoires et beaucoup d'entre nous représentent les territoires ruraux. Il est donc probable que vous ayez reçu, tout comme moi, ces courriers manuscrits de retraités agricoles vous interpellant sur l'indigence de leur situation. Qui, chers collègues, n'aurait pas noté ces écritures à la fois frêles mais déterminées, ces rédactions à la fois fébriles et pudiques, ces choix des mots à la fois résignés mais courageux? Qui parmi vous n'a pas remarqué la précision des montants, au centime près, nous prouvant à chaque ligne qu'avec peu, on peut faire encore beaucoup, mais que l'impossible, l'imprévu, l'hiver plus froid, l'appareil ménager qui tombe en panne, la maladie, le décès d'un proche, tous ces aléas et tous ces malheurs qui vous tombent dessus, eh bien là, la peur et la colère parfois vous font sortir du silence, vous font sortir de votre pudeur, vous font sortir de vos gonds. Qui d'entre vous, chers collègues, n'a pas justement observé les demandes de plus en plus fréquentes de ces mêmes retraités au Fonds de solidarité logement, pour l'achat de bois, pour l'achat de fioul? Qui, chers collègues, parmi vous n'a pas été sollicité pour compléter les frais de réparation d'une voiture qui vous sert quotidiennement à encore ne dépendre de personne pour vos déplacements? Qui, chers collègues, parmi vous, n'a pas été touché par les difficultés rencontrées pour l'achat d'appareils dentaires et auditifs, pour des frais d'ambulance, pour des frais d'obsèques? Et que répondons-nous et que leur écrivons-nous, chers collègues, après avoir interrogé et plaidé leur cause auprès de la MSA? Nous leur répondons presque systématiquement qu'ils n'ont pas assez cotisé. Alors même que nous le savons toutes et tous, à une certaine époque, on ne cotisait pas, en particulier pour les femmes. Et pour d'autres, les cotisations étaient peu élevées parce que les revenus aussi étaient peu élevés. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de corriger une situation inacceptable. Une situation où un non-salarié agricole ayant réalisé une carrière complète se retrouve, une fois à la retraite, avec une pension moyenne bien inférieure au seuil de pauvreté. Une pension moyenne qui demeure inférieure au montant du minimum vieillesse, c'est-à-dire un montant de retraite de 803 €, qui sera revalorisé, certes, jusqu'en 2020 pour atteindre les 900 €, mais toujours en dessous du seuil de pauvreté. Ces prestations constitutives de l'ancien minimum vieillesse, ou ASPA, qui ne sont demandées que par 1,3 % des retraités agricoles. Parce qu'on le sait tous,
Le recours sur succession est un barrage psychologique, difficilement accepté par toute une génération qui a mis toute une vie de labeur pour se constituer un petit patrimoine, susceptible de servir et souvent sanctuarisé pour la prise en charge de la dépendance lorsque le moment viendra. Derrière ces chiffres, ce sont des femmes et des hommes qui ont travaillé dur toute leur vie. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est l'inégalité entre les femmes et les hommes en matière de retraites agricoles. Un différentiel de 258 € par mois en moyenne au détriment des premières. À la pauvreté s'ajoute l'inégalité. Ces femmes ne sont pourtant pas moins méritantes que leurs conjoints. Elles sont même des maillons indispensables au sein des exploitations agricoles. La délégation aux droits des femmes, présidée alors par notre ancienne collègue Chantal Joanneau, en avait pris la mesure. Son rapport est un document précieux et j'invite celles et ceux qui ne l'ont pas lu à en prendre connaissance rapidement. Face à cette réalité, que propose le texte qui nous est soumis aujourd'hui? Proposition de loi qui, je le rappelle, a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale avant les présidentielles de 2017. L'article 1er vise à augmenter le niveau de pension de base et complémentaire minimale correspondant à 75 % du SMIC, soit actuellement 871 €, en le passant à 85 % du SMIC, soit 987 €, ce qui le rapprocherait sensiblement du niveau du seuil de pauvreté. Cela représenterait, ça a été dit par le rapporteur, 55 000 bénéficiaires supplémentaires pour un total de 280 000 retraités et un coût de 350 millions d'euros. L'article 2 organise son financement en instituant une taxe additionnelle de 0,1 % à la taxe sur les transactions financières. Recette attendue 450 millions d'euros, ce qui couvrirait le coût de l'ensemble des mesures de la proposition de loi, dont celles concernant les agriculteurs des Outre-mer que je vais maintenant aborder. Il s'agit des articles 3 et 4. J'évoquais tout à l'heure l'inégalité que vivent les agriculteurs face à l'ensemble des retraités, mais également l'inégalité vécue par les agricultrices par rapport aux agriculteurs. Je n'y avais pas mentionné celle dont font face les Outre-mer. Pour une carrière complète, les non-salariés agricoles ultramarins perçoivent une pension moyenne d'environ 200 € de moins qu'un retraité en métropole. Par ailleurs, moins du quart des monopensionnés ultramarins du régime des non-salariés agricoles ont réalisé une carrière complète. Par conséquent, rares sont les bénéficiaires de la garantie 75 % du SMIC. La moyenne des pensions versées est inférieure en réalité à 300 €. L'article 3 et l'article 4 vous seront sans doute exposés par d'autres collègues et je vois que mon temps de parole arrive à échéance et je voudrais vous dire quand même la fin de mon propos. Unanimement persuadés du bon fondement de cette loi, l'ensemble des membres du groupe Union centriste avaient décidé de voter conforme ce texte. Ce matin, en commission des affaires sociales, l'annonce de l'usage de l'article 44-3 de la Constitution par le gouvernement a suscité de vives indignations, mépris du monde agricole, mépris du travail parlementaire. Au groupe Union centriste, nous n'avons de cesse de rappeler la nécessité d'une refonte en profondeur de notre système de retraite. Notre inclinaison historique est même de privilégier la voie d'un système unique de retraite afin de favoriser l'instauration d'un mode de calcul de l'ensemble des pensions sur la base d'un système à points. Pour autant, voter ce texte, ce n'était pas entrer en contradiction avec la future réforme systémique des retraites du gouvernement. L'urgence est aujourd'hui au soutien au monde agricole. Aujourd'hui, il nous était donné d'effacer une honte nationale. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nadine Grelet-Certenais pour le groupe socialiste. Pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il y a quelques jours, lors du Salon de l'agriculture, le Président de la République a été fortement interpellé par les agriculteurs, preuve que les revendications sont prégnantes et que le monde agricole ne va pas bien. Le Président a dit connaître les angoisses et les souffrances des agriculteurs. Au terme d'un vote unanime à l'Assemblée nationale, d'un vote unanime et enthousiaste à la Commission des affaires sociales du Sénat, sur la proposition de loi de nos collègues communistes,
vous décidez ce soir de passer outre en déposant un amendement afin de reporter l'application de la mesure, voire de procéder à son enterrement en ayant recours au vote bloqué. Procédure rarissime pour une proposition de loi. Le collègue Vatrin l'a bien dit, c'est en 1993 sur une PPL que ça a été utilisé. Oserais-je dire, courage, fuyons. Vous attendez la fin du Salon de l'agriculture pour afficher vos intentions. Vous nous contraignez à nous mettre à votre service. Quelle brutalité, quel déni de démocratie. Cette attitude augure mal de votre réforme institutionnelle. Y a-t-il un danger pour notre démocratie parlementaire? Nous pouvons être inquiets. Mais ceux qui le seront inévitablement inquiets seront nos agriculteurs. Vous exercez un marchandage tactique sur leur dos, ce n'est pas acceptable. On ne peut sans cesse parler des agriculteurs, déplorer leurs conditions, dénoncer que les choses ne vont pas comme elles devraient, inscrire dans les programmes électoraux la nécessité de venir en aide aux agriculteurs en améliorant leurs revenus et ne pas agir en conséquence. C'est la raison pour laquelle nous ne participerons pas à cette mascarade. Le monde agricole vaut mieux que tout cela. Il est tout de même étonnant de constater un tel acharnement du gouvernement pour empêcher l'aboutissement d'une proposition de loi consensuelle visant à améliorer le quotidien des retraités agricoles. Rappelons que la retraite moyenne d'un non-salarié agricole, tous bénéficiaires confondus, s'élève aujourd'hui à 766 € par mois, soit un niveau inférieur à la fois au seuil de pauvreté et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le rapport de la MSA de la fin de l'année 2016 avait tiré la sonnette d'alarme en révélant qu'un tiers des non-salariés agricoles percevaient une retraite inférieure à 400 € par mois. Le nouveau seuil de 85 % permettrait de dépasser tout juste le seuil de pauvreté d'environ 1 000 €, 60 % du revenu médian. Convaincus de la pertinence de cette mesure, nous l'avions portée à l'automne dernier lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sur la question du financement, le déséquilibre démographique du régime de retraite agricole explique à lui seul le recours à la solidarité nationale. Sans mesures nouvelles, le déficit de la MSA ne cesserait de se creuser. Il est désormais urgent de trouver des ressources pérennes, seules à même de garantir le redressement financier du régime de retraite complémentaire obligatoire, le fameux RCO. Cette proposition de loi esquisse une bonne piste de financement au travers d'une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières. Par ailleurs, compte tenu de la réduction du nombre d'actifs, le régime des retraites agricoles pourrait à terme améliorer le ratio entre retraités et cotisants. Ce texte s'inscrit donc dans la poursuite de la politique volontariste menée par François Hollande durant le précédent quinquennat, qui a permis d'atteindre pour les chefs d'exploitation le minimum garanti de pension globale, base et complémentaire, de 75 % du SMIC net en 2017. Objectif défini sous Lionel Jospin avec la loi Germinal-Perrot de 2002 et l'attribution de droits gratuits aux conjoints et aux aides familiaux pour les années antérieures à leur affiliation au régime complémentaire en 2011. Ainsi, les nouvelles avancées proposées par ce texte venaient confirmer ce sillon politique et corriger les injustices qui caractérisent le régime des retraites agricoles, aussi bien sur le territoire hexagonal qu'en Outre-mer. Cette proposition de loi avait également l'avantage d'être unanimement soutenue par les syndicats agricoles et les associations de retraités agricoles, ici présents, qui nous regardent. Tous appellent de leur vœu un vote conforme de ce texte, afin que la mesure puisse s'appliquer au plus tôt et répondre concrètement à leurs difficultés d'existence. Repousser l'entrée en vigueur de ce texte reviendrait à nier l'urgence sociale et la précarité vécue par des milliers d'anciens travailleurs de la terre. Garantir une retraite minimale digne pour nos agriculteurs, c'est donner un espoir conséquent à ce secteur qui en a bien besoin. Garantir une retraite décente, c'est également penser à l'avenir, faciliter la transmission de l'exploitation dans le cadre d'une agriculture familiale et assurer l'entretien et la pérennité de nos paysages. La Commission des affaires sociales avait ouvert la voie à une adoption conforme du texte en l'état. Puisque le texte était bien ficelé et que nous partagions l'objectif d'intérêt général de la proposition de loi, puisque nous détenions une solution clé en main, validée par l'ensemble de la profession et des associations,
Nous aurions pu saisir l'opportunité inédite de voter pour ce texte, sans risquer de prolonger inutilement l'examen avec une seconde lecture plus qu'incertaine. Conclure, chers collègues. Le message politique adressé à nos agriculteurs qui plébiscitent cette proposition de loi aurait été fort. Malheureusement, le gouvernement a choisi de museler le Sénat en recourant à la procédure du vote bloqué qui, peu importe l'issue du vote, entravera son adoption rapide. C'est pourquoi notre groupe ne prendra pas part au vote. Quelle occasion manquée pour les agriculteurs qui regardent à leur grande surprise la suppression de fait d'une proposition de loi que le Sénat s'apprêtait à voter sans modification. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Decool pour les Indépendants. Pour 3 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la situation des pensions agricoles est douloureuse. Au lendemain du Salon international de l'agriculture, à l'occasion duquel les Français ont pu rencontrer et échanger avec leurs agriculteurs, cette évidence mérite d'être redite publiquement. Ils ne peuvent plus tenir. Comment peut-on accepter, au XXIe siècle, que ces hommes et ces femmes qui se sacrifient au service de la nation, qui nourrissent le pays à la sueur de leur front, souffrent d'une véritable misère sociale? Pour aggraver cette situation, la Mutualité sociale des agriculteurs a commis, en décembre dernier, une erreur regrettable dans le versement des pensions de retraite et demande aujourd'hui à récupérer les trop-perçus. Certes, le gouvernement et la Mutualité sociale des agriculteurs sont engagés à ce que ces retenues échelonnées ne dépassent pas 15%. Cependant, ce sont aujourd'hui ces mêmes agriculteurs qui sont injustement tenus de mener des démarches pour obtenir des attestations d'erreur de versement et modifier leur déclaration d'imposition sur le revenu. Tout cela est inacceptable et nous serons vigilants sur le déroulement de cette pénible affaire. Aurait-on oublié dans ce pays que le duc de Sully, conseiller d'Henri IV, disait de notre agriculture, labourage et pâturage, mes chers collègues, sont les deux mamelles dont la France est alimentée. N'oublions pas que le monde agricole fait la fierté de notre pays. En conséquence, il est notre devoir, en tant que représentants de la nation, d'être à l'écoute des agriculteurs et de réparer l'injustice qui leur est faite aujourd'hui. Avec une retraite moyenne de 736 €, les agriculteurs français ne peuvent pas vivre décemment. Certes, depuis la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, des efforts avaient été consentis. D'abord, une revalorisation des petites retraites agricoles a été mise en œuvre, actée par décret dès mai 2014 et a accordé des points gratuits aux conjoints et aides familiaux. Ensuite, le gouvernement s'était engagé à l'attribution d'un complément différentiel de points de retraite complémentaires permettant d'atteindre un montant minimum de retraite à 73% du SMIC en 2015 et à 75% du SMIC en 2017. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants, République et Territoires ne pourra soutenir qu'une initiative de revalorisation réelle des retraites agricoles, dont mon collègue Daniel Chassaing vous dira aussi ce qu'il en pense. Soyons à l'écoute des souffrances du monde agricole et travaillons à leur apporter une solution viable et durable. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Stéphane Ravier pour le groupe des non-inscrits. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la volonté du gouvernement d'utiliser le 44-3 comme les braqueurs utilisent le 11-43, le revolver de l'exécutif posé sur la tempe du législatif en prenant en otage les agriculteurs par le biais du vote bloqué constitue une nouvelle agression faite au Parlement et donc à la démocratie. Elle est aussi une violence de plus infligée à nos paysans, à nos agriculteurs. D'abord, rien ne nous garantit qu'une telle proposition sera retenue dans le projet à venir sur les retraites.
Ensuite, les parlementaires font figure de quantité négligeable et méprisée, et c'est tout à fait insupportable. D'autant plus insupportable que la détresse du monde paysan est absolument terrible et devrait faire honte à celles et ceux qui en sont responsables. Puisque le gouvernement a décidé de rester sourd, les Français doivent entendre et retenir ce chiffre effroyable. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Un agriculteur met fin à ses jours toutes les 48 heures, mes chers collègues. Vous évoquiez tout à l'heure, Madame le Ministre, un débat prématuré. C'est le deuil de familles entières qui est prématuré. Comment en est-on arrivé là ? Alors que près de 800 millions d'individus dans le monde souffrent de la faim, dont un certain nombre dans notre propre pays. Face à cette situation scandaleuse, quelles sont vos réponses ? Les transferts sociaux en faveur des nouveaux venus sur notre territoire et n'ayant jamais cotisé sont plus élevés que la retraite de nos agriculteurs qui, eux, ont cotisé toute leur vie en ayant travaillé 7 jours sur 7, 12 voire 15 heures par jour, un scandale d'État qui se transmet et se confirme gouvernement après gouvernement. Alors, bien évidemment, nous accueillerons très favorablement cette proposition de loi, même si elle est aujourd'hui entachée d'un coup de force de l'exécutif qui a pris l'habitude d'exécuter tout débat. Alors, porter le minimum de la retraite à 85% du SMIC est une mesure salutaire. Le minimum retraite agricole dans notre pays est en effet scandaleusement bas, d'un montant moyen de 766 € mensuels, inférieur de 10% au seuil de pauvreté. Le déficit structurel lié aux retraites du monde paysan est le fruit des politiques agricoles menées ces dernières décennies et visant à concentrer au maximum les exploitations, à faire baisser dans la dépense globale des Français le montant de leurs dépenses dans le secteur de l'alimentaire. Vous aurez beau créer des numéros verts, augmenter les enveloppes pour financer les aides temporaires aux agriculteurs en difficulté, vous ne changerez rien au problème. Il ne faut pas seulement s'attaquer aux conséquences, les retraites, mais travailler sur les causes, la rémunération de nos paysans à la juste valeur de leur difficile et noble travail. Rappelons qu'en 2015, un tiers des agriculteurs percevaient un salaire de 354 € par mois et la mutuelle sociale agricole a reçu en 2016 200 000 demandes de RSA, soit un tiers des exploitants et 2 tiers des salariés agricoles. Alors je voterai ce projet de loi, car les agriculteurs ne méritent vraiment pas une violence supplémentaire, mais je le dis ici, honte à ce gouvernement d'utiliser des méthodes de voyous, piétinant allègrement le Parlement et en prenant en otage des hommes et des femmes qui sont déjà à l'agonie, mais que le président du grand déracinement veuille en finir avec la paysannerie française n'a finalement rien de surprenant. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Éric Gold pour le groupe RDSE. Pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, l'examen de cette proposition de loi s'inscrit dans un contexte de profond désarroi au sein du monde agricole et aussi, souvent dans un sentiment d'abandon des zones rurales. Pour rappel, elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et semblait jusqu'à ce jour faire consensus et répondre aux attentes des agriculteurs qui ont encore fortement interpellé les acteurs publics jusqu'au président de la République lors du dernier salon de l'agriculture qui vient de fermer ses portes. Nous sommes tous sensibles, sur les bancs de cette Assemblée, aux inquiétudes des agriculteurs et aux difficultés auxquelles ils doivent faire face pendant toute la durée de leur activité professionnelle. Arrivés à l'âge de la retraite, une majorité d'entre eux ne parvient pas à accéder à un niveau de revenu décent. Mes prédécesseurs à la tribune ont déjà pu le dire, mais il me semble important de marteler à nouveau les chiffres des montants de retraite en deçà du seuil de pauvreté et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En moyenne, actuellement, la pension d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole s'élève à 730 €. Et comme l'a souligné le rapport Vatrin, cette moyenne ne doit pas occulter les inégalités entre retraités eux-mêmes, notamment en ce qui concerne les conjoints collaborateurs, presque toujours des femmes, dont la retraite moyenne s'élève à moins de 600 €. Cette proposition de loi s'attaquait également au chantier des pensions en Outre-mer, où la situation est particulièrement alarmante et dont les spécificités ont encore plus éloigné les retraités d'un niveau de vie décent. Pour eux, les articles 3 et 4 vont dans le sens d'une réelle amélioration et notre groupe y était très sensible. Les raisons du faible niveau des retraites agricoles, nous les connaissons. Les profils de carrière discontinus, l'effort contributif insuffisant,
les problèmes structurels de la caisse de retraite qui fragilisent le financement des pensions. Cette proposition de loi s'avère particulièrement opportune car malgré plusieurs réformes successives, l'écart n'a cessé de se creuser entre les pensions des non-salariés agricoles et ceux des autres régimes. Revaloriser les retraites est pourtant un souci récurrent. Le groupe RDSE, toujours sensible aux conditions de vie des exploitants agricoles, avait déposé dès 1998, par la voix de 2 de ses membres, une proposition de loi allant dans ce sens. Parmi les principales mesures venues améliorer le niveau de vie des retraités du secteur agricole, je citerai également la loi dite Perrot du 4 mars 2002, qui, en instituant le principe d'une pension à 75% du SMIC, a laissé de côté les paramètres de cotisation spécifiques au monde agricole, souvent source de moindres droits, pour se concentrer sur un objectif chiffré et intangible, en tout cas théoriquement. Malheureusement, ces mesures n'ont pas suffi. L'indexation de la pension sur l'évolution des prix plutôt que sur celle du SMIC, aboutissant à un niveau de pension à 70% du SMIC en 2012. Le précédent gouvernement n'est pas resté inerte. Avec le plan quinquennal de revalorisation, qui mobilisera près de 900 millions d'euros, et la réforme de 2014, les retraités ont vu leur situation s'améliorer. Mais cette amélioration repose essentiellement sur le régime de retraite complémentaire obligatoire, dont on connaît la fragilité en termes de financement. Dans ces conditions, une nouvelle initiative était plus que bienvenue, et il faut la saluer. Porter le niveau de pension minimum à 85% du SMIC permettrait de l'élever à 987 € cette année. Un rattrapage qui accorderait à environ 55 000 retraités des conditions de vie meilleures. Certes, le financement des retraites demeure fragile, compte tenu du déséquilibre entre retraités et cotisants actifs. Cependant, cette fragilité ne doit pas nous exonérer d'une réflexion et surtout d'une action envers ceux qui ont consacré leur vie à nourrir la terre. L'agriculture contribue à la richesse économique de notre pays et à l'équilibre de nos territoires. C'est pourquoi il est juste de faire appel à la solidarité nationale pour financer le régime des retraites agricoles. Comme je l'aurais dit en introduction, cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée. Et la Commission n'a pas souhaité l'amender pour lui donner toutes ses chances d'aboutir. On peut aussi rappeler que le candidat Emmanuel Macron avait fait de la revalorisation des retraites agricoles l'un de ses sujets de campagne. Si toutes les conditions semblaient donc réunies pour une adoption définitive du texte, nous avons été très surpris en prenant connaissance de la position du gouvernement. Le groupe RDSE, fidèle à son souci d'apporter plus d'équité au sein des régimes de retraite, était bien sûr favorable à cette proposition de loi. La procédure utilisée par le gouvernement fait partie de ses prérogatives constitutionnelles, mais vise à empêcher le vote unanime et la mise en application de la loi, ce qui est très largement contesté sur les bancs de cette Assemblée. Attaché au débat et au respect de l'initiative parlementaire, le RDSE regrette vivement le procédé employé qui repousse encore la valorisation des retraites agricoles et donne un signal inquiétant aux territoires ruraux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Cécile Cukierman pour le groupe communiste républicain pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme beaucoup, très certainement, j'avais prévu jusque ce matin une intervention qui visait finalement à saluer le travail effectué à l'Assemblée nationale, l'unanimisme de ce vote, suite aux travaux de mon collègue et ami André Chassaigne, de ma collègue Huguette Bello, pour arriver à ce texte après plus de 2 ans de travaux, de rencontres avec l'ensemble des retraités du monde agricole. J'avais également prévu de souligner la qualité des travaux de la Commission des affaires sociales qui, comme cela l'a été rappelé par les collègues de la plupart des groupes du Sénat, avaient souhaité garder cet unanimisme pour permettre à ce texte d'aboutir dans les plus rapides mesures. Et
cela, pourquoi? Parce qu'il y a une urgence sociale. Il y a une urgence sociale qui est celle des retraités agricoles qui aujourd'hui ne peuvent plus vivre dignement. Ils ne peuvent plus vivre dignement parce qu'entre 700 et 800 euros sur la métropole, avec parfois seulement 100 euros dans nos territoires ultramarins, on ne parle plus de dignité à ce niveau-là. Je veux les saluer ici parce qu'ils sont présents et ils sont nombreux dans les tribunes. Mais comme nous, ils ont tous vu l'évolution de cette journée à partir de 9h23, quand votre amendement a été rendu public, et dans les minutes qui ont suivi, les heures, j'ai envie de dire, qui ont suivi, avec la confirmation par la Commission des affaires sociales de l'utilisation du vote bloqué, qui a été confirmée ce soir en conférence des présidents et dont, Madame la Ministre, vous avez rappelé que vous l'utiliserez coûte que coûte. Cette attitude, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, est indigne. Je veux vous le dire ici solennellement, mais les parlementaires, les retraités agricoles, ne sont les paillassons ni du gouvernement, ni du président de la République qui rentre après une semaine de salon de l'agriculture. Nous sommes ici les représentants du peuple, les représentants des territoires. Nous sommes l'expression de la démocratie de notre pays. Alors vous voulez, avec l'utilisation du 44.3, finalement, nous imposer le verrou de Matignon, le verrou gouvernemental. Vous vous attaquez ainsi aux retraités du monde agricole, par un coup de force exceptionnel, cela a été dit, qui a été utilisé de façon très rare sur une proposition de loi, 6 fois depuis 1959, la dernière remontant à 1993. Et avant même la réforme constitutionnelle, vous nous imposez, vous multipliez le recours aux ordonnances, le recours au vote bloqué, mais continuez ainsi, Madame et Monsieur le Ministre. Il n'y aura plus besoin de réduire la capacité d'amendement, il n'y aura plus besoin de réduire le nombre de parlementaires, parce que vous êtes en train aujourd'hui de nous rendre sourds et incapables d'agir et de proposer. Vous nous avez parlé, Madame la Ministre, du dialogue social qui est en cours. Mais ce soir, le dialogue social gît dans un cercueil, parce que vous le tuez, parce que vous niez le dialogue qui a été fait et qui a permis cette proposition de loi débattue à l'Assemblée nationale et aujourd'hui au Sénat. Vous êtes incapables de gouverner, vous divisez et incapable de rassembler, vous stigmatisez. Et vous stigmatisez parce que le président de la République, au salon de l'agriculture, a cherché à opposer les cheminots au monde agricole. Mais ce soir, qu'est-ce que vous faites? Vous les renvoyez dos à dos. Et finalement, vous les renvoyez dos à dos en les renvoyant dans leurs difficultés à vivre, dans leurs difficultés de leur pouvoir d'achat. Alors oui, aujourd'hui, les retraités agricoles sont désespérés. J'ose même dire qu'ils sont effondrés. Et je vous invite à réfléchir à quel message politique vous renvoyez. Quel message politique vous renvoyez après, cela a été dit, l'adoption unanime à l'Assemblée nationale et en commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, devrais-je vous rappeler que vous apparteniez d'ailleurs à l'époque à un groupe qui ne s'est pas opposé à l'Assemblée nationale, à ce vote. Vous renvoyez quelle image de la vie politique française dans notre pays par l'utilisation du 44.3 ? Votre coup de force, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, c'est la méprise du monde rural, c'est la méprise des retraités, c'est la méprise des parlementaires et de l'ensemble des groupes et du pluralisme dans notre pays. Alors, Madame la Ministre, je vous ai entendu. Vous nous opposez sur cette proposition de loi le financement. Mais j'ai le regret de vous dire, Madame la Ministre, que vous n'allez pas au bout du débat. Parce que l'amendement que vous nous proposez en vote bloqué, le seul et l'unique, il ne parle pas de la question de quel financement pour notre proposition de loi. Il nie cette discussion. Vous niez le débat politique. Donc oui, vous avez décidé ce soir de prendre en otage les retraités agricoles et de faire un coup de force ici au Sénat pour montrer la démonstration que seul le gouvernement, demain dans notre pays, décidera de la démocratie. Eh bien, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, c'est indigne, je l'ai déjà dit. Votre nouveau monde, je crois, nous nous en rendons compte, est dangereux. Il est dangereux parce qu'il n'est finalement qu'une pâle copie des pires caricatures de l'ancien monde. Il est dangereux parce que pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde, si ce n'est cette volonté du pouvoir, d'un pouvoir venu d'en haut, d'un pouvoir qui répond qu'à quelques-uns, d'un pouvoir qui ne prend pas en compte la réalité des femmes et des hommes dans l'ensemble et dans la diversité de nos territoires, ici en France métropolitaine comme dans les Outre-mer.
Alors, vous le comprendrez, mais je crois que tous les groupes l'ont dit, nous sommes profondément déçus de ce coup de force que vous voulez nous imposer ce soir. Mais plus que tout, nous sommes déçus pour ces milliers de femmes et d'hommes retraités agricoles qui attendaient beaucoup, pas simplement un geste, simplement la capacité demain de rentrer chez eux la tête haute et de pouvoir vivre dignement. Maintenant, je vous remercie. Merci, merci chers collègues. La parole est à Madame Viviane Malet pour les Républicains, pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, durement frappés par les pluies diluviennes de ce début d'année, les agriculteurs réunionnais méritent qu'un texte législatif soit adopté pour assurer leurs conditions d'existence meilleures. Qu'ils soient éleveurs, planteurs de canne, producteurs, maraîchers, ces femmes et ces hommes travaillent sans relâche sur leurs terres. L'insularité et un climat tropical rendent leurs conditions de travail plus difficiles et entravent la diversification agricole. Leurs terres sont en effet plus exiguës qu'en métropole et les périodes de sécheresse ou de pluie intense peuvent avoir des conséquences dramatiques. Alors, lorsque cette vie de laveur vient s'arrêter, au moment de partir à la retraite, se pose la question du montant des pensions. Comme l'a évoqué la députée réunionnaise Huguette Bello lors des débats qui ont eu lieu sur ce texte à l'Assemblée nationale l'an dernier, les agriculteurs réunionnais retraités perçoivent un montant moyen de pension de 375 € et un quart perçoivent moins de 100 €. Et cela est indigne. Les difficultés sont notamment dues à la mise en place différée du régime de retraite agricole outre-mer qui a retardé l'acquisition de points et dont la constitution de droits pour les non-salariés agricoles. Ainsi, si les périodes d'activité antérieures à 1964 ont été validées gratuitement au titre de la retraite forfaitaire, comme en métropole, aucune validation n'est intervenue pour la retraite proportionnelle. Enfin, les cotisations RCO outre-mer sont calculées en fonction de la surface réelle pondérée de l'exploitation et non sur les revenus professionnels. Cette assiette dérogatoire implique le versement de cotisations plus faibles, s'accompagne de droits réduits et explique la faiblesse des pensions versées. La situation est tout aussi critique pour les salariés agricoles réunionnais privés d'un accès au régime complémentaire d'assurance vieillesse. Il n'est plus acceptable aujourd'hui de laisser perdurer un tel système, car s'attacher à revaloriser le montant de ces pensions, ce serait favoriser l'activité agricole réunionnaise dans son ensemble. Des départs à la retraite différés, ce sont des jeunes qui ne peuvent pas s'installer. Au 1er février 2018, La Réunion compte 1077 actifs de plus de 62 ans, dont 124 ont plus de 42 ans d'activité non salariée agricole. Alors même si le financement de ce texte peut être discutable, il m'apparaît néanmoins impérieux de permettre aux chefs d'exploitation ultramarins de bénéficier de l'accès à la garantie 75% du SMIC, dès lors qu'ils peuvent justifier d'une pension à taux plein, et aux salariés agricoles de bénéficier d'un accès à la retraite complémentaire. Ne laissons pas nos agriculteurs vivre avec des retraites inférieures au seuil de pauvreté, les plongeant dans une détresse d'autant plus choquante que leurs carrières ont été longues et dures. C'est la raison pour laquelle je déplore l'initiative du gouvernement du vote bloqué, car nous devons aller vite sur ce sujet, nous le devons à nos agriculteurs et nous devons reconnaître la valeur du travail. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Victoire Jasmin pour le groupe socialiste pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les agriculteurs, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, je souhaite souligner la brutalité du gouvernement
qui vient de bafouer un travail parlementaire en instaurant un amendement qui vise uniquement à reporter l'application immédiate de ce texte. Cette façon de faire est indigne du travail fourni par nos deux assemblées qui, en responsabilité, ont jugé que les dépenses est le prix de la dignité de nos agriculteurs. Elle est donc supportable pour nos comptes publics et digne d'une démocratie qui se respecte. À quelques jours de la fin du Salon de l'agriculture, je souhaite à mon tour saluer le travail des auteurs de ce texte, et notamment ma collègue députée ultramarine Huguette Bello, ainsi que celui du rapporteur, notre collègue Dominique Vatrin, sur ce sujet si prégnant pour les retraités de nos territoires qui sont en très grande souffrance. Aussi, on peut regretter le contexte inédit dans lequel se déroulent nos débats, qui ne participent pas à faire grandir notre démocratie et nos institutions. Aussi, les petits calculs politiciens de notre gouvernement, de votre gouvernement depuis ces dernières heures pour repousser au calendrier grec une revendication légitime et raisonnable de nos agriculteurs, revendication pour laquelle l'Assemblée nationale et le Sénat ont œuvré ensemble à l'unanimité. Et aujourd'hui, c'est avec mépris pour nos territoires, pour nos agriculteurs et enfin pour notre démocratie. C'est triste. Abus de droit, mais surtout aveu d'indifférence envers les plus pauvres. L'usage du 44.3 pour cette proposition de loi qui se voulait une réponse immédiate aux attentes des professionnels de l'agriculture devant la paupérisation grandissante des retraités de ce secteur, tant en France continentale qu'en Outre-mer, est indigne de votre gouvernement à la fois par sa brutalité, par son incohérence. Car il s'agit ici de non-assistance à un secteur en danger. Il y a urgence d'agir. L'urgence est de leur manifester notre engagement, notre soutien, notre volonté d'améliorer de façon immédiate et effective les conditions de vie déjà si difficiles de ces près de 1,5 million d'exploitants agricoles actuellement à la retraite dans notre pays. En effet, c'est une profession estimable et digne qui mérite, après une vie de dur labeur, une retraite décente. Les nombreuses avancées en la matière lors du précédent quinquennat ont témoigné d'une politique volontariste avec laquelle vous rompez aujourd'hui. Et c'est encore plus triste. Car le constat est édifiant. La retraite moyenne de non-salariés agricoles, tous bénéficiaires confondus, s'élève aujourd'hui à 766 € à peu près par mois, soit un niveau inférieur à la fois du seuil de pauvreté et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA. Un non-salarié agricole sur 3 perçoit une retraite inférieure à 350 € par mois. Vous comprendrez bien aisément, c'est de cela qu'il s'agit, que le groupe socialiste et républicain soutient toute démarche qui vise à valoriser, à rétablir la confiance de nos agriculteurs et singulièrement des plus jeunes sur la pérennisation de leur retraite. Il ne peut décemment prendre part à un vote simulacre de démocratie qui entrave l'applicabilité directe et immédiate de cette proposition de loi. Comme il est regrettable, Madame la ministre, qu'après un long marathon médiatique dans les travées du Salon de l'agriculture, ce gouvernement s'apprête à bafouer le fruit d'un travail parlementaire de qualité qui conviendrait de respecter, de valoriser. Cela ne laisse rien présager de bon pour la réforme constitutionnelle. Aussi, s'il devait y avoir encore un argument pour tenter de vous convaincre de voter en état ce texte sans y joindre l'amendement du gouvernement, il me semble que l'urgence de la situation des retraités agricoles en Outre-mer devrait être celui-là. Bien sûr, il ne nous appartient pas ici de hiérarchiser les douleurs, mais comment rester indifférent quand la misère fait concurrence à l'iniquité? On compte dans les départements d'Outre-mer près de 43 000 exploitations pour plus de 130 000 hectares. L'agriculture, qui est un secteur économique traditionnel dans ce département, pèse 1,7% du PIB, soit 47 000 emplois annuels à temps plein, dont 32 000 actifs familiaux et 8 000 salariés permanents. Or, depuis 1988, le nombre d'exploitations a été divisé par 2, avec une surface agricole utile diminuant régulièrement à peu près de 20% sur l'ensemble des Outre-mer. À l'instar de l'Hexagone, les raisons de la désaffection pour une profession largement exposée aux risques climatiques et sanitaires sont multiples. Pour autant, le très faible niveau de retraite et les spécificités outre-mer en la matière n'y sont pas étrangères. En effet, dans nos territoires ultramarins,
plus de 27 600 retraités, la pension moyenne, pour plus de 27 600 retraités, la pension moyenne mensuelle de droits directs s'élève à 293 €, contre respectivement environ 450 €. Chers collègues. C'est donc sur la base de ces éléments qu'en dépit de son soutien au monde agricole, le groupe socialiste ne prendra pas part à ce vote, à cette mascarade orchestrée par ce gouvernement qui veut que les agriculteurs continuent à se suicider. C'est vraiment dommage et c'est triste. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Daniel Chassaing pour le groupe Les Indépendants pour 3 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Mon collègue Jean-Pierre Decool a parlé avec émotion de la situation des agriculteurs. Ils sont en effet 1,5 million à cultiver la terre, à élever des troupeaux dans l'Hexagone et Outre-mer, et nous devons leur permettre d'avoir des revenus décents. Mais notre reconnaissance doit s'exprimer aussi en faveur des 4 millions de retraités agricoles de notre pays, qui perçoivent aujourd'hui des sommes infimes, ça a été dit, 860 € pour les hommes, 570 pour les femmes et souffrent de précarité. Revaloriser les retraites agricoles à 85% du SMIC, 987 € constitue donc un enjeu national de respect du travail produit par ces générations qui ont travaillé dur pour leurs compatriotes. Revaloriser les retraites agricoles, c'est aussi nous engager résolument dans la modernisation de l'agriculture. En effet, cette situation des retraites agricoles bloque la disponibilité foncière des secteurs. En accordant des retraites plus généreuses, nous encouragerons un renouvellement des exploitants agricoles et ainsi permettre aux retraités de vivre, certes modestement, sans exploiter. La solidarité nationale doit bien cela à celles et ceux qui, depuis très jeunes, n'ont cessé d'œuvrer pour, d'une part, nourrir les Français, mais encore contribuer à l'expansion de son commerce extérieur dont l'agroalimentaire fut longtemps le fleuron. Les agriculteurs, de surcroît, contribuent à l'entretien des paysages et au maintien de la vie dans nos territoires. Ils constituent enfin le lien essentiel à notre culture entre notre patrimoine traditionnel et le monde contemporain, ce que tant d'écrivains de la terre ont souligné, à l'instar de mon concitoyen Claude Michelet. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants croit à l'intérêt de cette proposition de loi proposée par nos collègues du groupe communiste républicain citoyen écologiste. Elle vise à accompagner davantage les retraités agricoles et à leur assurer la solidarité et le respect de la nation et à dégager les possibilités pour les jeunes agriculteurs en permettant la libération du foncier. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi très entendue dans les territoires. Madame le ministre, les agriculteurs méritent au plus vite une mise en place concrète de cette loi. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Vivette Lopez pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les agriculteurs, chers collègues, je vais renfoncer le clou sur tout ce qui vient d'être déjà dit. En effet, la proposition de loi qui assure la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et en Outre-mer avait été adoptée à une large majorité. Déposée par le groupe de la gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale et inscrite par le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste à l'ordre du jour de notre Haute Assemblée. Si l'on doit comparer avec les autres régimes de retraite, le niveau des pensions agricoles est très faible, malgré les dispositifs de solidarité créés pour soutenir les non-salariés agricoles et un large recours à la solidarité nationale. En effet, pour une carrière complète dans le régime,
les non-salariés agricoles perçoivent une pension moyenne, base et complémentaire, de 730 € par mois, ce qui est bien inférieur au seuil de pauvreté que représente 846 € mensuels. Enfin, au sein même du régime des non-salariés agricoles, d'importants écarts sont constatés selon les statuts, révélant de fortes inégalités entre les femmes et les hommes, et je ne parlerai pas des agriculteurs outre-mer, ni des pensions de réversion. Ce déséquilibre démographique résulte directement du vieillissement de la population, comme le montre la pyramide des âges du régime. Nombre de retraités agricoles font appel à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, mais avec mesure, car un recours sur succession est possible. Cette crainte est d'ailleurs plus vive en outre-mer. Ce texte vise notamment à porter la pension des chefs d'exploitation à carrière complète à 85% du SMIC. Pourtant, on peut être très inquiet quant au financement de la taxe additionnelle, dont le taux fixé à 0,1% sera affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'impact de la revalorisation est très important. 10% de retraite en plus, soit 116,18 € par mois. Aussi, nous devrons veiller à ce que cette revalorisation soit compensée intégralement tant l'équilibre est fragile. Il en va de la survie du système tout entier. Nous devrons aussi veiller à la pérennité de son financement. Il faudra rester vigilant quant à la tentation de quelconque augmentation de cotisations agricoles qui pourrait en découler, car ce seraient bien entendu les faibles revenus de nos exploitants agricoles qui en seraient impactés. N'oublions pas que ce sont ces faibles revenus qui ont entraîné de faibles cotisations et qui génèrent aujourd'hui de si faibles pensions et la souffrance de nos agriculteurs. Nous devrons enfin nous interroger sur la nécessité de faire porter demain ce type de dispositif, non pas sur le régime complémentaire, mais sur les retraites de base, afin d'en réduire le risque financier. Il est à regretter qu'après la hausse de la CSG qui a impacté beaucoup de nos retraités, voilà nos retraités agricoles effondrés. Parce que je crois que la décision prise par le gouvernement du vote bloqué remet totalement en cause cette proposition de loi qui devait revaloriser les pensions de retraite agricoles en France et en outre-mer. Quelle image déplorable au lendemain de la fermeture du Salon de l'agriculture. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Jackie Pierre. Monsieur Jackie Pierre, pardon. Monsieur Jackie Pierre. Pour le groupe Les Républicains, pour 3 minutes. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, comme beaucoup de mes collègues issus des territoires ruraux, je rencontre régulièrement les agriculteurs de mon département. Et force est de constater leur désarroi, la profonde détresse dans laquelle ils se trouvent en raison des difficultés quotidiennes auxquelles ils sont confrontés pour faire vivre leur exploitation et essayer d'en tirer un revenu substantiel qui n'est souvent pas à la hauteur de l'investissement humain. Face à ce quotidien difficile qui ne cesse de se dégrader, la question de la retraite est souvent abordée et demeure une source d'inquiétude. En effet, pour toute une vie de labeur, beaucoup d'agriculteurs n'ont et ne pourront pas bénéficier d'une retraite décente. Bien que le régime de retraite des non-salariés agricoles instauré par la loi du 10 juillet 1952 ait été enrichi par des réformes successives, reconnaissance d'un statut du collaborateur en 1999, création de régime de retraite complémentaire obligatoire en 2002, étendu à tous les salariés agricoles en 2011, mise en place de l'attribution d'un complément de points retraite permettant d'atteindre le montant minimum de 75% en 2017, soit 891 € en 2018, avec la loi du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Les niveaux de pension sont encore souvent inférieurs au seuil de pauvreté et aux minima sociaux de l'ordre de 570 € en moyenne pour les femmes et de 800 € pour les hommes. Il faudrait donc leur permettre de gagner décemment leur vie lorsqu'ils sont en activité, afin qu'ils puissent cotiser plus et s'assurer ainsi une retraite décente
en replaçant la production au cœur des politiques agricoles afin de soutenir la productivité et la compétitivité de l'agriculture française. Comme le préconisait la proposition de loi de notre ancien collègue Jean-Claude Lenoir, que nous avons adoptée en mars 2016 au Sénat et que j'avais co-signé à l'instar des membres de notre groupe, les Républicains, et en soutenant également l'investissement pour encourager l'innovation et continuer à mettre en place des politiques de régulation visant à réduire la volatilité des prix agricoles. Malheureusement, le budget de la PAC, revu encore à la baisse et approuvé la semaine dernière par le Président de la République pour répondre aux exigences de la Commission de l'Union européenne, apporte une désillusion supplémentaire et va accentuer la fragilité des agriculteurs. In fine, la baisse des aides de la PAC, la crise que connaît le monde agricole depuis plusieurs années conduit à une détérioration des conditions de vie des agriculteurs qui se sentent trahis, non soutenus et qui assistent impuissants à une baisse de revenus et de facto de leur retraite. C'est pourquoi j'ai envisagé de voter cette proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les Outre-mer avec un montant égal à 85% du SMIC. Même si la question se pose quant au financement. Mais votre demande, Madame et Monsieur le ministre, de vote bloqué est ressentie par les sénateurs comme un grand mépris, ressentie comme antidémocratique, ressentie comme une future dictature. Je ne connais pas l'issue qui sera réservée à cette proposition de loi aujourd'hui. Elle n'est certes pas la panacée, mais je considère, Madame, Monsieur le ministre, comme un appel qui, je l'espère, sera entendu par le gouvernement et votre majorité, notamment dans le cadre de la réforme globale des retraites que vous envisagez. Merci. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la ministre pour répondre aux intervenants. Ou Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames les sénatrices. Juste quelques mots, parce qu'il est important aussi que dans ce lieu, toutes les vérités puissent être dites. Et j'ai entendu Madame Kuckerman, par exemple, me rappeler à mon passé selon lequel j'aurais voté ce texte. Si, je crois que c'est ce que vous avez indiqué, que j'avais voté ce texte. Écoutez, nous verrons le procès-verbal et je peux vous indiquer que pour ma part, je n'ai pas voté ce texte. Mais je vous en prie, venez, on s'écoute un tout petit peu. Et donc, vous aurez l'occasion de relire cela. Je voudrais vous dire que comme je n'ai pas une excellente mémoire toujours, je me suis quand même plongé dans les textes et notamment la réponse du ministre à l'époque, Stéphane Le Foll, à l'interrogation qui était présentée à travers ce texte de loi. Parce que oui, il est important qu'on ait une cohérence et qu'on ait tous notre cohérence. La première des cohérences, c'est effectivement de se rappeler les propos du ministre qui disait, je le cite, « Vous souhaitez que l'on fasse plus, monsieur le rapporteur, et vous proposez certains financements spécifiques ou d'affectation. Dans ce cas, le débat porte sur l'opportunité de créer des taxes nouvelles. » Parce qu'effectivement, il faut avoir en tête, mesdames, messieurs les sénateurs, que ce dont nous parlons, c'est la création de 400 millions d'euros de taxes nouvelles. Assumons les uns et les autres d'appeler un chat. Et moi, j'appelle ce soir, sur un sujet essentiel qui mérite mieux que des coups politiques ou des cris d'orfraie, j'appelle, mesdames, ce soir, messieurs, à assumer que nous proposons sur un sujet essentiel qui devrait nous mobiliser tous plutôt que de faire du jeu politique. Je crois que c'est d'assumer que nous créons 400 millions d'euros de taxes. Mais vous verrez, ma mémoire va même jusqu'à citer dans quelques instants un sénateur Les Républicains il y a quelques semaines qui s'est prononcé sur le même sujet. Et donc le ministre Le Foll à l'époque disait « Vous avez fait le choix d'une ressource extérieure au monde agricole au travers de la taxe sur les transactions financières. Cette taxe en vigueur sur la place de Paris n'a pas pu être instaurée au niveau européen et le Brexit constitue de ce point de vue un obstacle supplémentaire. Le débat est ouvert, mais en l'état, elle ne peut constituer une solution de financement pour votre proposition. » Parce qu'effectivement, c'est bien ce dont nous parlons. Personne ici, mesdames, messieurs, et j'espère que personne n'en doute, ne pense que le niveau des retraites agricoles en France n'est satisfaisant. Personne.
Personne ne le pense et beaucoup sur ces bancs ont contribué ces dernières années à une volonté politique de rattrapage. C'est exactement la volonté du gouvernement de poursuivre ces politiques de rattrapage. Mais, mesdames, messieurs, il est important aussi d'avoir de la cohérence. Et je peux, si vous le souhaitez, citer aussi le groupe Les Républicains qui, il y a quelques semaines, non mais n'ayez pas peur, c'est pas grave de citer les Républicains. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et donc, mesdames, messieurs, il y a quelques semaines, la cohérence a toujours du bon. Il y a quelques semaines, au moment du vote sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour le même texte, exactement, pour les mêmes mots, pour les mêmes propositions, le sénateur Les Républicains, qui avait vocation de parler au nom de la Commission des affaires sociales, a dit la chose suivante. Le coût de ce dispositif supplémentaire est estimé à 266 millions d'euros. Je voulais préciser, c'est plutôt 400. Ce qui, à l'évidence, ne pourrait pas être couvert par le gage sur les tabacs. Ce sujet mérite une réflexion plus approfondie. Elle pourra se mener dans le champ d'un travail plus large sur le taux de remplacement qui constitue un critère dans le dispositif des retraites, quel que soit le régime. Mesdames, Messieurs les sénateurs, le gouvernement ne dit pas autre chose que ce sur quoi vous avez été amenés à voter il y a quelques semaines sur proposition d'un sénateur Les Républicains. Et puis je voudrais, parce que j'ai entendu des mots d'une violence dont je pense qu'ils n'ont pas lieu dans cet hémicycle. J'ai entendu le mot... J'ai entendu le mot de dictature. Moi, je crois, mesdames, messieurs, que la Constitution française, quand elle s'applique, n'est pas une dictature. Je crois, mesdames, messieurs, que si le vote bloqué était une anomalie démocratique, et je n'utilise pas ce mot-là totalement par hasard ici dans ce lieu, si le vote bloqué était une anomalie démocratique, je ne doute pas que les groupes de travail qui se sont rassemblés autour du président Larcher et que les propositions du président Larcher au gouvernement pour réformer la Constitution auraient traité du sujet du vote bloqué. Ce n'est pas le cas. Et j'ai entendu des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité, donc je vais vous dire les chiffres exacts du nombre d'utilisations du vote bloqué dans cet hémicycle et à l'Assemblée nationale depuis qu'il existe. Le vote bloqué n'a pas été utilisé 6 fois, comme je l'ai entendu ce soir. Le vote bloqué a été utilisé 226 fois au Sénat, 386 fois à l'Assemblée nationale. Et donc, mesdames, messieurs, le vote bloqué vous fait une proposition ce soir. Non pas d'abandonner le texte, non pas de se contenter de crier, mais de faire en sorte que ce texte soit applicable selon l'amendement qui est proposé par le gouvernement et porté par la ministre, que ce texte soit applicable au 1er janvier 2020. Tout simplement parce que ce n'est pas par une soirée de mois de mars qu'on trouve 400 millions d'euros. Tout simplement parce que si nous voulons faire les choses dans le bon ordre, effectivement, nous voterons ce texte. S'il vous plaît. Nous voterons ce texte. S'il vous plaît, mes chers collègues, la parole est à Monsieur le ministre. Messieurs, nous voterons ce texte qui prévoit de répondre à ce sujet qui doit nous mobiliser tous, avec la possibilité de trouver les 400 millions d'euros de financement pour éviter que ce soit une nouvelle taxe que vous imposez et que vous décidez ce soir, et que l'application soit mise en œuvre au 1er janvier 2020. Je pense que ça devrait nous rassembler plutôt que nous opposer. Chacun peut décider de faire de la politique à sa façon. Merci. Mes chers collègues, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la Ministre, vous souhaitiez... Monsieur le Président. Ouais. Ce sera, je pense, les deux, Madame la Ministre. Il est normal qu'elle intervienne après moi. Juste revenir sur les propos de Monsieur le Ministre, parce qu'ils sont un petit peu dérangeants. D'abord, prendre comme exemple ce qu'a pu dire un sénateur républicain dans le cadre de la Commission des Affaires sociales. Il n'est pas votre conseiller, que je sache. En tout cas, je lui souhaite de devenir un jour conseiller du gouvernement. Mais ce qu'il a dit est assez clair. Il faut en effet trouver un moyen de financer ce qui est proposé dans le cadre de la PPL. C'est tout à fait vrai. Le problème, ce que nous vous reprochons un peu, Monsieur le Ministre, c'est pas tellement de nous reprocher à nous d'avoir mis un moyen en place qui est une nouvelle taxe que vous refusez, à la rigueur, pourquoi pas. Ce qu'on peut vous reprocher, c'est de ne pas avoir proposé un autre système de financement. C'est ça la vérité. Et ce que je voudrais vous dire,
c'est que dans cette proposition d'un autre système de financement, il suffisait à ce moment-là de retourner dans le cadre de la campagne des élections présidentielles où les candidats, et entre autres votre candidat, ont proposé d'autres systèmes. Et en particulier, tout le monde sait très bien que les organismes complémentaires font des bénéfices considérables et qu'il aurait peut-être été bon de ponctionner une partie de l'argent des bénéfices considérables des complémentaires pour financer la retraite des salariés agricoles, cette retraite que tout le monde a donc qualifiée d'extrêmement insuffisante. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Enfin, pour ce qui est du vote bloqué, vous avez en effet, Monsieur le Ministre, dit qu'il avait été utilisé plus de 200 fois. C'est vrai. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il n'avait été utilisé que 9 fois en vote bloqué dans le cadre d'une proposition de loi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais d'abord revenir sur l'utilisation de l'article 44.3 de la Constitution. Je veux rappeler que cette proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale en toute fin de la précédente mandature et nous ne pouvons pas imaginer qu'une disposition aussi importante puisse être adoptée sans que l'Assemblée nationale élue en juin dernier n'ait pu le faire. Le gouvernement estime effectivement que les parlementaires doivent pleinement jouer leur rôle. Et d'ailleurs, je respecte votre engagement sur ce sujet. Je tiens à dire que la réforme des retraites à venir sera l'occasion d'un intense débat parlementaire. Elle sera l'occasion d'un débat en amont et pendant le vote sur les sujets notamment ayant trait à l'enjeu des solidarités qui va être bien entendu traité dans la réforme systémique des retraites. Comme je l'ai indiqué, une réforme de cette nature doit être cohérente avec la réforme des retraites que nous sommes en train de travailler et vous pouvez donc compter sur mon engagement ainsi que sur celui du haut-commissaire. Oui, mon engagement, Madame la sénatrice, pour que la question des retraites des agriculteurs soit pleinement prise en compte dans la réforme que nous sommes en train de travailler avec le haut-commissaire. Alors, vous proposez une augmentation sur le droit tabac. Le gouvernement a en effet proposé une augmentation et une hausse importante du prix du paquet de cigarettes, mais dans un objectif de santé publique, avec notamment cette hausse de la fiscalité qui revient aujourd'hui à l'assurance maladie pour la politique de lutte contre le tabac. Concernant la taxe sur les transactions financières, elle est affectée au financement de l'aide au développement. Et ce n'est donc pas une ressource mobilisable pour l'augmentation des pensions agricoles. Nous devons donc trouver les bases pour un financement pérenne pour la retraite des agriculteurs et nous ne pouvons pas bâtir de politique de solidarité efficace sans une politique responsable d'un point de vue purement financier, même si je partage pleinement votre sentiment, votre préoccupation quant aux conditions de vie et de retraite de nos agriculteurs. Et je voudrais terminer parce que j'ai entendu beaucoup de choses injustes sur la politique du gouvernement vis-à-vis des agriculteurs. La première des préoccupations de Stéphane Travert lorsqu'il est arrivé au ministère de l'Agriculture a été de lancer les États généraux de l'alimentation. Il l'a fait pour faire vivre dignement. Il l'a fait pour faire vivre dignement les agriculteurs de la valeur de leur travail face à la grande distribution. C'était un objectif affiché des États généraux et sur lequel le président de la République s'était engagé pendant sa campagne présidentielle. Alors oui, les agriculteurs aujourd'hui en France méritent notre pleine attention. C'est dans le temps collectif de la réforme des retraites que je suis en train de mener avec le haut-commissaire
évidemment que la retraite des agriculteurs sera traitée en cohérence globale vis-à-vis de l'ensemble de la population française. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. J'ai une demande de parole de Madame Cukierman pour le groupe communiste. Merci, Monsieur le Président, pour un rappel au règlement au niveau de l'article 36. Je crois que l'ensemble des groupes, à l'expression d'un ici ce soir, a exprimé son désaccord avec la méthode utilisée, certes constitutionnelle, mais quand même utilisée, Monsieur Castaner, vous en conviendrez, de façon très exceptionnelle dans le cadre de la procédure d'une proposition de loi. Puisqu'il est intéressant pour répondre aux parlementaires d'avoir bien entendu et écouté ce qu'ils ont dit et de ne pas penser que l'on va dire ce que vous souhaiteriez que l'on dise. Donc de la même façon que personne n'a parlé d'un chiffre global, il s'agissait bien de parler de l'utilisation au moment de la PPL, je ne vous ai jamais dit, Monsieur le Ministre, que vous avez voté la proposition de loi. Je vous ai simplement précisé que vous avez appartenu à un groupe qui ne s'y est pas opposé. Parce que effectivement, il n'y avait pas eu de scrutin public ce jour-là. Et donc, chacun pourra dire aujourd'hui, avec le temps, ce qu'il a voté ou ce qu'il n'a pas voté à ce moment-là à l'Assemblée nationale. Nous avons bien entendu ce qu'ont dit l'ensemble des groupes, à l'exception d'un. Nous souhaitons que la situation des retraités agricoles puisse trouver une solution. Ce n'est donc pas de gaieté de cœur, bien évidemment, ce soir, qu'en tout cas, nous prenons la décision, en lien avec les représentants des associations des retraités agricoles, de reporter l'examen de ce texte, de le réinscrire dans notre niche du 16 mai, et de pouvoir trouver le temps nécessaire, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, pour aller sur le fond, pour que les arguments que vous nous avez évoqués ce soir, nous puissions les débattre, les confronter. Les majorités se feront, la démocratie tranchera, mais que l'on n'utilise pas des artifices et des faux arguments pour tacler, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, comme ça, un matin, par un amendement et une procédure constitutionnelle, une proposition de loi qui avait eu l'assentiment de la Commission des affaires sociales ici au Sénat. Vous permettrez quand même de vous faire remarquer qu'il y a une semaine de coupure la semaine dernière et que donc ce n'est pas hier soir ni même ce matin que vous avez découvert que la Commission des affaires sociales au Sénat avait rendu un avis positif sur ce texte et que nous aurions même pu peut-être anticiper un petit peu plus les discussions si tant est qu'il était dans la volonté du gouvernement de trouver une solution positive pour répondre à cette problématique des retraités agricoles dans notre pays. Force est de constater, par la méthode que vous avez utilisée, que ce n'était certainement pas votre objectif. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Merci pour ce rappel au règlement. Donc je disais merci pour ce rappel au règlement. Acte est donc donné du retrait de la proposition de loi par le groupe communiste républicain citoyen écologiste de l'ordre du jour de son espace réservé, en tout cas pour ce soir. Il est reporté, voilà. Voilà pour cette séance électrique d'hier soir, lors de laquelle on a pu voir la fronde sénatoriale unanime s'opposer au vote bloqué du gouvernement. Je vous rappelle le principe du vote bloqué, c'est que le Parlement ne peut se prononcer que par un vote unique sur un texte amendé par le gouvernement, ce qui donc empêchait là l'adoption conforme de la proposition de loi, alors que c'était là la volonté des sénateurs. En effet, tous les groupes politiques étaient d'accord pour adopter une revalorisation quasi immédiate à 85% du SMIC des retraites agricoles. Finalement, eh bien, vous l'avez vu, le groupe communiste a préféré retirer cette proposition de loi de l'ordre du jour et elle devrait être remise à l'ordre du jour mi-mai. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.